Aujourd'hui, Toula. Alors, Toula. Ah oui, passer la guitoune de l'entrée, en fait... en fait, on n'est pas à côté. Il y a tout un chemin à travers les cactus. Et puis, bah, bien évidemment, les petites tiendas de Boutika, de Biblota. toujours les mêmes guitounes, les mêmes trucs, des jaguars, des colliers. Ah bah non, là on a la tête de pierre, ça va être un peu balèze dans le sac. La belle ouvrage. Puis ça bouffe quoi. Hein, c'est l'heure. J'arrive pour l'heure du déjeuner. Bon vieux bruit du jaguar, toujours. Bah, je pense qu'à un moment donné, je vais y arriver hein, au site. Oui, on va finir par y arriver. Ah bah si, on les voit là, un peu de loin. Les temples, les pyramides, Toltec. Quand on les voit, hein, c'est pourquoi les gens viennent à Toula. C'est pour ces 4 grands piliers anthropomorphes, donc désignés comme les Atlantes, au sommet de cette pyramide, la pyramide B. Une construction Toltec. Alors avant d'y aller, avant de monter, on a un autre bâtiment, donc avec des pierres beaucoup plus petites, recouvertes d'enduit, des colonnes recouvertes d'enduit avec des petites pierres. Donc ces colonnes devaient supporter un toit qui a été détruit par un incendie il y a plus de 1000 ans. De la même manière que vous allez voir les statues et les piliers en haut de la pyramide également devaient soutenir un toit. Vous allez encore avoir le plaisir de me voir grimper. Hein. Je sens que ça vous fait bien délirer de voir grimper. Hein. Allez. J'entends parler québécois, bien drôle. Voilà. Donc derrière moi, les 4 grandes statues du site de Toula. Donc les 3 sont d'origine, les 3 à gauche là. La 4e là, c'est une reproduction puisque le pilier d'origine a été emmené au Musée national d'anthropologie de Mexico que je vous avais montré. Magnifique. Alors elles font plus de 4,50 m de haut, chacune environ 8 tonnes. 8 tonnes et il y a 4 parties. Là vous voyez hein, on a 4 traits blancs là qui séparent les 4 parties. Alors pourquoi Atlante? Ben oui, pourquoi Atlante? Alors pour rentrer davantage dans l'explication, je vais préciser ce lien entre le dieu Atlas et le mot Atlante. Il se trouve qu'en architecture, il s'agit d'une figure masculine sculptée qui supporte une charge. Comme sur ce dessin qui montre peut-être la structure d'origine que pouvaient supporter les 4 piliers de Toula, peut-être. Ou comme par exemple ici à la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron ou au Nouvel Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et donc à chaque fois on parle d'Atlante. Mais pourquoi? Eh bien parce que ce terme est dérivé du nom du titan de la mythologie grecque dénommé Atlas, que l'on retrouve ici à gauche au musée archéologique national de Naples. Pour la petite histoire de la mythologie grecque, Atlas faisait partie des titans qui rivalisaient avec les dieux de l'Olympe pour régner sur le monde. Sauf que lors d'une guerre épique entre les titans et les dieux de l'Olympe, les titans prirent une raclée et Zeus condamna Atlas à porter
porter la voûte céleste pour l'éternité sur ses épaules. Drôle de châtiment, hein, mais enfin on n'est pas là pour juger, tout ceci étant bien évidemment symbolique. Et comme d'après la légende, il est censé avoir accompli cet exploit dans les montagnes au nord-ouest de l'Afrique, ici au niveau de la Flèche Jaune, c'est tout naturellement que ces montagnes prirent le nom d'Atlas. Un nom qui aurait donné lieu à la dénomination de l'océan Atlantique, mais également à la mythique Atlantide, puisque dans le récit de Platon, le titan Atlas aurait également été le premier roi de l'Atlantide. Comme quoi, tout se recoupe. Et sur cette particule Atl, j'avais pu vous dire dans une précédente vidéo qu'il était étonnant de la retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, chez les Aztèques, dans l'appellation de leur dieu suprême Quetzalcoatl, le fameux serpent à plumes. Et que dans la langue des Aztèques, le nahuatl, qui est toujours parlé aujourd'hui, Atl signifie eau. L'exemple le plus parlant, pour vérifier cela, se trouve dans la boisson d'origine aztèque à base de cacao appelée Chocoatl, qui est une combinaison des mots choco, qui signifie amer, et de atl, qui signifie eau. Ce qui nous donne une eau ou une boisson amère à base de fèves de cacao. Ce terme de chocoatl étant l'une des origines probables du terme chocolat. Oui, Maurice? Mais alors, les Européens qui ont appelé l'océan Atlantique en référence au dieu Atlas, ils auraient inconsciemment donné un nom à un océan avec la particule atl, qui, dans une langue parlée à plusieurs milliers de kilomètres, signifie eau, ce qui semble bien plus logique lorsqu'il s'agit de dénommer un océan constitué d'eau. Effectivement, Maurice, c'est à croire que la dénomination de l'Atlantide ou de l'Atlantique viendrait du dieu Quetzalcoatl et non du dieu Atlas. Ou alors peut-être que ces dieux n'étaient qu'un seul et même dieu qui aurait parcouru la planète, etc., etc. Voir notamment ma vidéo sur Teotihuacan pour comprendre de quoi je parle. Si je reprends une carte globale de mon voyage au Mexique jusqu'à Tula, voilà ce que ça donne avec Tula qui se trouve ici au niveau de la flèche jaune à gauche de la carte. Tula qui fut donc la capitale des Toltecs dont le territoire n'était pas très vaste. Ça me donne l'occasion de refaire un point sur toutes ces civilisations amérindiennes dont je vous ai déjà parlé, avec la frise en bas à gauche qui vous les situe chronologiquement. Donc avant d'arriver aux Toltecs, on a d'abord eu les Mayas, les Olmecs, les Zapotèques, la civilisation liée à la cité de Teotihuacan, les Aztèques et enfin les Toltecs dont la période se situe entre 900 et 1200 après JC, donc seulement 300 ans de civilisation. En langue nahuatl, Toltec signifierait les maîtres bâtisseurs et leur principale construction réside donc à Tula, située à 65 km de Teotihuacan. Retournons sur place. Et alors ce qui est très particulier également, c'est ce qui porte sur le côté là, sur le côté droit. Pour les archéologues, l'interprétation c'est qu'on a affaire à un sac à encens, exactement comme pour la stèle de la Benta. Que ce sont en gros des prêtres en fait, les quatre là, qui portent sur le côté droit avec deux de leurs doigts un sac à encens. Et sur le côté gauche, ils auraient une espèce d'arme appelée Atl. C'est rigolo, c'est la particule ATL deux fois. Donc une espèce d'arme à propulsion ou des arcs et des flèches. C'est pas très net ce qu'ils portent quand même sur ce côté gauche. Non, effectivement, ce n'est pas très net. Donc reprenons, je crois que je me suis trompé, car c'est sur le côté droit que les archéologues pensent qu'il s'agit de l'arme de propulsion appelée Atl. Alors déjà, juste sur le nom, après ce que je vous ai déjà dit précédemment, on se demande bien pourquoi les Aztèques appelaient cette arme comme cela, la traduction la plus proche étant le lanceur d'eau. Car c'est quand même une sacrée coïncidence que ces 4 statues portent une arme qui commence par Atl et qu'elles aient été dénommées Atlantes en raison d'un dieu grec dénommé Atlas. Non, encore une fois, cette particule Atl nous poursuit sur ce site de Tula. Sinon, à première vue, au regard du dessin à côté, ce que tient la statue ne ressemble pas beaucoup à une arme de propulsion, que ce soit au niveau de la taille de l'objet ou de sa conception. Et ça y ressemble encore moins quand on voit Maurice qui tente un lancer dans son jardin. Oui, Maurice? Mais alors pourquoi est-ce que les archéologues appellent ça un propulseur alors que ça n'en a clairement pas la forme sur la statue? Eh bien Maurice, c'est parce qu'il aurait existé d'autres types de propulseurs, notamment celui qui a été reproduit sur ce dessin à droite du dieu Eekatl que l'on a retrouvé sur un codex appelé Codex Laud. On voit qu'il tient le propulseur dans sa main droite avec 2 de ses doigts et la javeline dans sa main gauche.
une javeline plutôt courte par rapport à ce que j'ai pu vous montrer précédemment. Mais bon, comme la taille de cette javeline colle avec ce que les 4 statues atlantes porteraient dans leur main gauche, à savoir un carquois de javeline, on va pas trop chipoter, n'est-ce pas? Dans leur main gauche, nos 4 atlantes porteraient également une épée courte ainsi qu'une bourse à encens, l'emblème des prêtres. Pour les javelines, je les vois à peu près, car les pointes dépassent en bas, là au niveau de la flèche jaune. Mais pour ce qui est de l'épée courte et de la bourse à encens, je vous laisse imaginer par vous-même, car je n'arrive pas à les distinguer sur ces photos. En tout cas, après toutes ces explications, il est clair que du point de vue des archéologues, on est très loin d'une arme futuriste telle qu'imaginée par de nombreux auteurs. Mais en est-on bien certain? Pour poursuivre, selon la tradition orale de la région, ces 4 piliers représenteraient les guerriers de Quetzalcoatl, qui était le dieu serpent à plumes arrivé dans la région dans un passé lointain. Tellement lointain que, souvenez-vous, dans ma vidéo sur Teotihuacan, je reprends l'hypothèse d'Anton Parks, selon laquelle Quetzalcoatl serait en fait le dieu égyptien Horus, qui se serait craché avec son vaisseau dans cette partie du monde il y a plus de 5000 ans, et qui aurait initié les autochtones à 2-3 trucs comme les pyramides, le calendrier, l'usage du mercure, et pourquoi pas la culture du maïs, qui sait. Et comme Anton Parks nous dit que dans le laps de temps où Horus resta sur le continent américain, tant qu'à faire, pourquoi ne pas visiter l'Amérique du Sud? Horus Quetzalcoatl aurait laissé sa trace dans les Andes en tant que Viracocha, le dieu de la cité de Tiwanaku, représenté ici sur la porte du soleil de cette cité. Viracocha qui fut aussi bien plus tardivement le dieu des Incas. J'ai utilisé la photo d'une statue là au milieu de la diapo, prise à Tiwanaku, pour voir s'il pouvait y avoir des ressemblances, mais bon, rien de très probant à première vue. Donc on a bien 5 doigts de pied, je sais pas, je regarde, je vérifie au niveau des mains, on sait pas, on voit pas bien. Et alors derrière, on a ce qui semblerait être un bouclier. Ce bouclier avec cette tête dans le bouclier et alors ces symboles qui sont autour de la tête. Ça c'est pareil, ça fait vraiment partie des trucs que je voulais voir depuis des années et des années. Ces statues atlantes, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un petit faible pour l'Atlantide. Je suis trop content d'être là. Donc là on a les 4 autres piliers qui sont pas taillés de la même manière mais qui servaient également à soutenir le toit de cette énorme plateforme pyramidale. Ainsi on a aussi cet autre temple avec ces dizaines de piliers et de colonnes. Pas que des pyramides, on a aussi un Quetzalcoatl, le mur des serpents. Ça rappelle les mosaïques de Mitla où je suis déjà allé effectivement au niveau des dessins. Regardez. Et oui, ça ressemble effectivement à Mitla. Donc le mur des serpents. Moi je vois pas trop de serpents là, mais ah si, on voit les serpents là qui sont en train d'essayer de bouffer des morts ou des squelettes. Rigolo ça toujours, ces serpents. Parce que y a quand même pas de serpents aussi balèzes au Mexique pour pouvoir avaler des humains. C'est à se demander d'où viennent ces serpents gigantesques ou ces reptiliens qui mangent des gens. Ouais, c'est une architecture qui ressemble vraiment à celle de Mitla. Très intéressant. Puis là, ces murs, c'est balèze. Des murs balèzes pour se protéger des ennemis, quoi. Toujours la même structure, on a une énorme place entourée par les pyramides et les grands temples. Et puis au milieu, l'hôtel. Voilà, c'est fini pour la visite du site de Tula. La prochaine fois, je vous emmène voir les figurines d'Acambaro. Hasta luego!